Bien, je propose de commencer doucement afin de ne pas prendre de retard sur les prochaines sessions et puis avoir aussi un temps de questions-réponses à la fin. Alors, remercions une nouvelle fois les sponsors qui permettent à l'équipe d'Agile en scène de réaliser chaque année un tour de force. Vraiment, merci aux sponsors, merci à l'équipe. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me ressource à chaque fois que je viens ici. Donc, j'espère qu'il en est de même pour vous. Alors, bienvenue à bord. Je m'appelle Emmanuel Dumont, je suis responsable du groupe Agile Center, qu'on appelle aussi le GAC de Société Générale. Et on verra, donc c'est une illustration des LACE, ou Lean Agile Center of Excellence. On peut appeler ça aussi les LECI, si on a une prononciation spécifique, ou encore les centres d'expertise agile, ou les centres agiles. Bref, tous ces sujets-là sont du même niveau. Et étant certifié SPC, j'aurai l'opportunité de pouvoir comparer en fait, notre illustration par rapport à la description by the book telle qu'on peut la retrouver dans le cadre méthodologique de SAFe. Alors, à la Société Générale, on considère vraiment les centres agiles, les LACE, vraiment comme des accélérateurs de la transformation. Ce sont des éléments que vous serez amenés à voir au cours de cette présentation. Et puis, il faut bien considérer que je ne suis pas là pour vous dire ce qu'il faut faire. C'est juste en fait un partage de nos enseignements, comment on a mis ça en place, comment on s'est adapté aussi par rapport à ça. Bref, j'espère que ces enseignements pourront vous servir. Tout simplement parce que ça, c'est lié au contexte. Et donc, commençons par le contexte de mon entreprise. Le groupe Société Générale est un des groupes européens de services financiers positionné au premier plan et qui accompagne en fait 30 millions de clients dans le monde avec trois grands pôles métiers distincts. On a tout d'abord, je dirais, la banque de détail en France, celle que vous connaissez sûrement, avec nos agences dans toutes les villes, et puis aussi la banque en ligne, Boursorama, déjà 3 millions de clients. Nous avons aussi la banque de détail hors de France, qu'on va retrouver dans des régions telles que l'Europe, la Russie, l'Afrique, Moyen-Orient, et puis aussi des services financiers spécifiques, comme le métier d'assurance, comme la gestion de flotte automobile, ALD Automotive, je ne sais pas si ça vous parle, ils sont leaders. Et puis on a aussi la banque de grande clientèle et des solutions investisseurs. On va parler de la banque privée, et on va parler bien entendu de toutes les activités de marché sur toutes les places boursières du monde, là où effectivement nous avons effectivement une place de choix. Donc c'est assez vaste, 133 000 collaborateurs sur 61 pays. C'est aussi très orienté vers le futur. On en parlait dans la présentation précédente. Oui, le digital, effectivement, c'est une réalité pour nous. 20% de nos investissements, ça représente à peu près 25 000 collaborateurs dans une filière informatique ou IT. Choisissez le nom que vous préférez. Et parmi ces 25 000 collaborateurs, plus de 60% d'entre eux, selon notre propre évaluation, effectivement, sont considérés être dans des pratiques agiles matures ou agiles à l'échelle. Alors là, je vais m'arrêter sur un point de précision en termes de contexte, puisqu'on est aussi aujourd'hui dans la journée SAFe. Est-ce qu'on fait du SAFe à tout va à la Société Générale? En fait, non, pas tout à fait. Disons que du fait de notre contexte, de notre histoire, et puis de nos enjeux, on a plutôt pris le parti, on a fait un choix assumé de faire de l'agilité à l'échelle, mais selon un mixte, d'une part, des pratiques de SAFe, mais aussi du modèle Spotify. C'est-à-dire que pour nous, l'agilité à l'échelle, ça passe aussi en fait par des tribus d'une centaine de personnes, constituées d'équipes agiles de 5 à 11 personnes, qui sont organisées en chapitres de compétences au sein de la tribu. Et puis pour mettre en coordination, effectivement, tous les aspects techniques, fonctionnels, on a aussi des ligues. Et ces ligues, effectivement, on va parler d'architecture, de production, de sécurité, et qui vont faire qu'on va avoir toute une cohérence globale. Alors bien entendu, on a parlé de l'IT, mais notre transformation agile, ce n'est pas juste l'IT. On fait une transformation agile à l'échelle, bien entendu, avec tous nos métiers. Nos product owners, nos product managers, nos business owners sont dans les métiers que je vous ai cités juste avant. Voilà, en gros, pour le contexte. Bon, je peux vous le dire quand même, on a à peu près une cinquantaine d'Agile Release Train
qui sont quand même assez by the book. Si certains d'entre vous ont pu assister à la présentation de Michel Levasselot, évidemment, on alimente ces statistiques et puis c'est quelque chose qui nous intéresse parce que ça fait partie aussi de notre mode de fonctionnement agile à échelle. Maintenant que le contexte est présenté, aujourd'hui, sur cette présentation, je m'appuierai sur deux choses principalement. Bien entendu, le framework SAFe, c'est le thème de la journée. Alors pour ceux qui ne le savent pas, le LACE se situe dans l'Implementation Roadmap, tout en bas de la cartographie. Allez-y, si vous ne connaissez pas, c'est très bien documenté, comme tout ce qui est dans SAFe d'ailleurs. Et puis je vais reposer également sur les 8 étapes de changement de John Kotter. On les parcourra, on verra effectivement à quel moment ça intervient. Et puis bien entendu, John Kotter est très souvent cité dans le cadre méthodologique SAFe. Allez, on y va. Je vous propose un petit voyage dans le temps. Revenons à peu près une dizaine d'années en arrière, au sein de nos directions d'informatique. Comment ça se passait? Eh bien, je dirais qu'à cette époque-là, nos CIO, patrons de DSI, nous ont un peu levé un sentiment d'urgence. Rendez-vous compte, c'est à peu près ça. Rendez-vous compte, les GAFA arrivent à délivrer plusieurs fois par jour, tout simplement pour mieux répondre à leurs attentes clients. Si nous n'allons pas vers ces pratiques de travail, on va perdre en compétitivité, voire même, on pourrait disparaître. Alors ça peut vous sembler super alarmiste, mais il faut bien comprendre que 25 000 personnes qui travaillent dans l'IT, les DSI, chez nous, c'est des vrais software factory. On a un parc applicatif assez vaste, 8000 applications. Et donc, par rapport à ça, eh bien, nos IT se sont très vite orientés vers les pratiques DevOps, intégration continue, déploiement continu, CI/CD, si vous connaissez l'acronyme. Et puis également, très naturellement, finalement, les pratiques agiles. Voilà. Ça a commencé comme ça. Et il faut savoir qu'à cette époque, on était quand même dans un monde très gestion de projets, de programmes, siloté, comme on peut le voir. Le business, le dev, la production. Donc, c'était différent, disons. Moi-même, j'étais responsable de support de production dans la partie corporate à cette époque. Je peux vous assurer que ce n'était pas forcément facile tous les jours. Beaucoup de frustration à gérer. Mais voilà, c'était le mode de fonctionnement. Et donc, ces pratiques DevOps, CI/CD, qu'est-ce qu'elles permettent de faire? Et ces pratiques agiles, tout simplement de remettre sur le devant la centricité client et se préoccuper de comment on va aller plus vite, comment on va délivrer plus de qualité. Le point de bascule, le fameux tipping point dont nous parle si souvent SAFe, je dirais que chez nous, il s'est présenté aux alentours de 2013, quand effectivement toutes nos directions informatiques ont mis en place des grands programmes de transformation pour aller vers cette agilité à l'échelle, et ils l'ont fait en mettant en place des LACE, des centres agiles. Regardons un petit peu en détail comment ces centres agiles étaient composés. Et puis nous reverrons après, nous reprendrons la suite de la chronologie pour voir effectivement qu'est-ce qui a suivi. Quand on parle d'un centre agile, localisé au sein d'une DSI, pour nous, je dis bien encore une fois, c'est notre interprétation, ce n'est pas forcément comme ça qu'il faut le mettre en place, mais notre interprétation, c'est quand même une équipe avant tout de coachs. On parle de coach flow, on parle de coach craft, on parle de coach professionnel, on parle de coach spécialisé en agilité à l'échelle. C'est une somme de multicompétences qui vont accompagner effectivement la DSI dans sa transformation. Si je reprends les étapes de John Kotter, c'est l'étape 2, c'est la coalition qui va guider effectivement vers la transformation. Si on fait un petit point d'arrêt sur la définition des LACE dans SAFe, SAFe nous dit 4 à 6 personnes pour gérer quelques centaines de pratiquants. Bon, je dirais, le premier enseignement que je peux vous transmettre, c'est que ça va surtout dépendre de la maturité des pratiquants que vous accompagnez. Donc, si vous partez d'un niveau peu mature, considérez qu'effectivement, une bonne équipe de coachs bien constituée, qui va se préoccuper des premières équipes pendant un certain temps, ça ne fait pas de mal. Et puis après, avec le temps, effectivement, on pourra aménager le dispositif.
enfin, ce centre agile, hein, ou ce LACE, concrètement, qu'est-ce qu'il est amené à faire? Il est là pour s'occuper de la vision, hein, étape 3 hein, de la gestion du changement, s'occuper de cette vision et communiquer par rapport à ça, expliquer effectivement à l'entité et puis à ceux qui sont concernés en dehors de l'entité vers là où on souhaite aller. Ce centre agile, il est là pour aussi former et lever des communautés. On va parler des communautés de Scrum Master, on va parler des communautés de Product Owner, des communautés de RTE, si on est effectivement dans des pratiques safe. Et par rapport à ça, ben voilà, on est dans l'étape 4. Ces communautés sont dans une démarche participative et volontaire. Et grâce à eux, on va pouvoir avancer à lever finalement tous les petits problèmes qu'on a sur notre chemin de transformation. Parce qu'effectivement, ce n'est pas l'équipe agile qui aura la solution à tous ces soucis. Donc, cette communauté de pratique va aider. Et donc, lever tous ces petits problèmes, ça fait partie de ce que John Kotter décrit comme l'étape 5. La communication, on l'a vu, c'est extrêmement important. Et donc, on va faire en sorte que le centre agile puisse capitaliser sur les petites réussites, montrer qu'effectivement, ça fonctionne pour certains et que ça va sûrement fonctionner pour d'autres. Et donc, à partir de là, on file vers l'étape 7, l'accélération de la transformation. Cette accélération, c'est la transposition finalement d'un modèle qui a été élaboré pour l'entité, qui fonctionne et qu'on va pouvoir dupliquer autant que nécessaire. La finalité, 8e étape, eh bien, normalement, ce qui était nouveau, ces nouvelles pratiques au départ, normalement, elles sont incluses dans la culture des personnes qui ont été transformées. Alors, je vais vous sortir quelques exemples très basiques. En 2011, Backlog, Product Owner, Scrum Master, ouais, il y en avait quelques-uns qui connaissaient, mais pas beaucoup. Priorisation par la valeur, oui, de quoi tu parles? C'est quoi la valeur? Je ne dirais pas que c'est une révolution qu'on a menée sur 10 ans, mais on va dire que ces sujets-là, quand même, c'est bien rentré dans l'ADN de l'entreprise. Voilà, donc c'est une première illustration déjà pour vous dire que, effectivement, ces centres agiles locaux ou décentralisés, hein, comme le propose le framework SAFe, c'est quelque chose qui marche bien. Alors revenons sur les bénéfices, les limites aussi hein, par rapport à ça. Donc on l'a vu, c'est génial, c'est une équipe, en fait, elle va gérer toute la transformation de votre entité. Elle va effectivement permettre l'amélioration de la manœuvrabilité de vos équipes, la mise en cohérence de toute cette transformation au sein de l'entité en question, engagement des personnes, homogénéisation. Bon, je ne vais pas vous faire tout le panel des bénéfices de l'agile. Je pense que vous en avez pas mal entendu ces 3 derniers jours. Par contre, une des limites qu'on a pu identifier, c'est que tout ça, ça marche bien au sein de la DSI et des proches métiers, effectivement, qui travaillent avec cette DSI. Mais dès qu'on touche à des sujets qui sont un peu transverses, les fonctions support, ou ce qu'on appelle chez nous les directions centrales, c'est-à-dire la partie RH, la partie financement, ce n'est pas toujours évident, en fait, de collaborer, coopérer avec eux pour pouvoir générer les changements nécessaires. Ou si on y arrive pour l'entité concernée, mais finalement, on n'a pas vraiment un impact sur tout le groupe. Bon, ça, ce sont en fait, je dirais, des constats hein, que nous avons pu faire courant 2019 quand on a fait une grande rétrospection. Un autre exemple hein, de changement de mindset de notre groupe, c'est qu'effectivement, on se pose des questions sur qu'est-ce qu'on a fait et comment on va pouvoir mieux avancer par la suite. Donc une grande rétrospection a été menée sur tout ce qui était transformation digitale. Bien entendu, l'agilité faisait partie des thèmes de réflexion. Et on est arrivé à un questionnement de se dire, mais OK, on fait de l'agile d'équipe, on fait de l'agile à l'échelle. On le fait très très bien dans l'IT. On a réussi à embarquer nos métiers sur ces sujets-là. Mais est-ce que c'est ça la business agility? Est-ce que c'est ça qui va nous permettre de continuer à améliorer notre satisfaction client, à améliorer l'engagement de nos collaborateurs, à améliorer notre efficacité et puis sûrement aussi, normalement, à avoir une meilleure allocation budgétaire? Bon, c'est le questionnement qui s'est posé. Et c'est pour ça qu'effectivement, on s'est dit, il faut peut-être pivoter, il faut peut-être trouver autre chose. Et c'est donc courant 2019 qu'on a eu ces réflexions-là. Alors, ceux qui ont pu assister, je dirais, à l'Agile en scène l'an dernier, à la keynote de clôture, vous avez sûrement pu entendre Jean-Sébastien Gauchy, mon responsable, qui avait annoncé que le centre Agile, effectivement, allait arriver en transverse. Voilà. On avait pris la décision, il fallait le mettre en œuvre.
N'oubliez pas qu'on a eu une situation un peu difficile à cette période-là en 2020, mais on y est arrivé. Alors, tout ça va permettre tout simplement de répondre à des questions, et on va le voir comment. Déjà, l'agilité, ça ne concerne pas que l'IT, ça c'est un fait. Donc du coup, comment on va encore renforcer l'efficacité de nos chaînes de valeur? Ah bah, vous me voyez venir, encore un sentiment d'urgence, encore une gestion de changement. Je ne vais pas vous redérouler les 8 étapes, mais effectivement, c'est ce vers quoi on s'engage. Et alors concrètement, ça se met en place comment? Parce qu'on a déjà des centres agiles, mais on dit que finalement, il y a une perte d'influence en dehors de l'entité. Que nous dit SAFe? Ah, tu as l'option centralisée. On s'est tous regardés, hein, responsable de centre de transformation, j'en faisais partie, moi pour l'infrastructure. Et on a dit non, pas maintenant, parce qu'en fait, on est tous engagés dans des programmes de transformation assez lourds, et si on fait du centralisé, on va juste perdre la proximité de nos coachs avec les collaborateurs qu'on accompagne. Ce n'est pas forcément le bon plan pour tout de suite. Donc du coup, on a opté pour la solution Hub and Spoke. Littéralement, c'est le moyeu et les rayons. Je ne sais pas si vous avez une meilleure traduction, mais c'est effectivement comme ça qu'on peut le définir. On a défini une gouvernance spécifique de ce centre agile groupe qu'on souhaitait mettre en place. L'idée était de dire il faut quelque chose qui va nous permettre effectivement d'aller chercher vraiment le sponsorship de tous nos métiers et de tous nos services. On en a 25 chez nous, 25 business units and service units. Et en même temps, que ce centre agile, il ne soit pas hors sol. Comme on pourrait dire, la tête, effectivement, au niveau du management, mais il faut vraiment que le corps il soit bien ancré avec la réalité des équipes. Donc voilà, vous avez une illustration, je dirais, de cette gouvernance, très simplifiée évidemment, mais que fait ce centre agile groupe? Eh bien, il s'occupe d'une part d'un stratégique domaine. On positionne effectivement la transformation agile à l'échelle comme un domaine stratégique. Ce n'est pas une finalité. Ne vous méprenez pas, ce n'est pas une finalité. Mais par contre, c'est ça qui va nous permettre de continuer à accélérer la transformation de nos thèmes stratégiques. Et puis, on considère que nos product managers, c'est tout simple. Ce sont nos responsables de centre agile décentralisés que nous avions jusqu'à maintenant. Parce qu'eux, ils sont au contact, effectivement, des réalités. Et c'est eux qui vont pouvoir prioriser les sujets et valider l'exécution du GAC. Et au terme de contribution, on a une énorme communauté qu'on a pu lever, 250 coachs, agents de changement, mais aussi RTE, STE, avec qui on travaille, une nouvelle fois, sur la base du volontariat. C'est une communauté de pratique. Donc cet aspect de gouvernance, ce n'est pas forcément décrit dans SAFe, mais c'est comme ça que nous l'avons interprété et on s'est dit que c'était comme ça que ça pouvait marcher chez nous. Alors si on regarde un peu plus dans le détail, ce centre agile groupe, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est une équipe que j'ai fait démarrer en début d'année. On n'est pas nombreux, on est 5. Et puis en plus de ça, on n'est pas tous au même endroit. Il y en a 2 d'entre eux, je ne les ai jamais vus en vrai, en fait, depuis le début de l'année. Oui, parce qu'il y en a un qui est en République tchèque, où il a réalisé une énorme transformation sur une filiale chez nous. Et puis un autre collaborateur qui est sur notre pôle indien, où nous avons quand même énormément de collaborateurs qui travaillent effectivement en pratique agile à l'échelle. Donc c'est encore une fois une multiplicité de compétences. J'ai 3 autres collaborateurs en France. Et puis, par rapport à ça, on s'est dit, essayons d'être un maximum agile. Travaillons avec notre product management team sur des sprints de 2 semaines. Même si nous avons des tâches de long terme, c'est quand même le seul moyen de pouvoir réagir vite et s'adapter. Et par rapport à ça, on va dire qu'on a mis en place une certaine légitimité en n'étant pas, comme vous le voyez, des experts là, de l'agilité. On n'est pas vraiment coach dans cette équipe. On est plutôt effectivement sur des profils professionnels de la transformation, gestion du changement, consultants peut-être même. Mais notre travail, en fait, il va se caler sur des sujets de normalisation, standardisation. Et oui, notre modèle, il n'est pas toujours parfait au cordeau, identique partout. Donc, comment on arrive à mettre en cohérence tout ça? Et on va parler effectivement de l'organisation, on va parler des process de delivery, on va parler du pilotage de la transformation agile à échelle, on va parler des jobs, des rôles avec lesquels on travaille au niveau RH, on va parler de l'outillage. Grand sujet, l'outillage. Vous imaginez une grande entreprise comme celle-là? Est-ce que vous croyez qu'il y a un seul outil pour faire de la collaboration? Eh bien non, malheureusement, pas encore.
Voilà. Donc ce sont ces sujets-là que l'on adresse, et puis des sujets aussi au travers de la mesure. Comme on l'a vu dans d'autres présentations aujourd'hui, on va améliorer ce que l'on mesure. Si on n'a pas ce mindset de mesure au niveau des équipes, si on ne fournit pas les toolkits qui permettent de comprendre quelles sont les métriques qu'on peut utiliser de base, comment on les utilise dans nos outils qui permettent de travailler en agile, on risque en fait de passer à côté de pas mal de choses. C'est bien de mesurer sa transformation, mais ça dure qu'un temps. Ce qui compte, c'est de mesurer quand même l'impact de cette transformation. Nos business, comment ils sont concernés par cette histoire? Comment on va pouvoir les embarquer si de toute façon on n'est même pas en mesure de leur dire à quoi ça leur sert? Voilà. Donc c'est vraiment autour de tous ces sujets-là, et puis évidemment un gros sujet autour de la communauté de pratique pour pouvoir travailler ces sujets et pas être dans une position top-down, mais vraiment faire remonter l'information de nos équipes qui sont sur le terrain. Donc en résumé, en termes de bénéfices, sur ce centre agile qui est en format hub and spoke, oui, on se retrouve dans une situation où on va pouvoir accélérer le changement, mais cette fois à la maille de l'entreprise. Plus d'efficacité, normes, standards, on les a vus. Par contre, il faut aussi prendre conscience qu'il y a des risques. Quand on s'adresse à 25 BUSU, Business Unit, Service Unit, pardon, on peut risquer d'avoir des délais de prise de consensus. Bon, donc ça, c'est un point d'attention. Il faut continuer à avancer quand même dans un rythme régulier, rapide. Et puis, il faut faire en sorte que la communauté de pratique, elle soit intéressée par les sujets sur lesquels on travaille. C'est du volontariat. Donc, on ne pourra attirer les talents, je dirais, sur ces sujets que si, effectivement, ce sont des sujets qui les concernent. J'arrive au dernier volet de la présentation. Ça va, je suis dans les temps. Vous verrez, le dernier volet, c'est le plus important, je pense, pour vous, c'est tout ce qui est takeaway. Comment on peut mettre en place, effectivement, ce type de centre agile groupe? Je ne suis pas là pour vous dire ce qu'il faut faire. Je suis là juste pour vous faire profiter de nos enseignements. Il y a bien entendu d'autres pratiques. Première chose, essayons de comparer un petit peu les responsabilités du modèle LACE tel qu'il est décrit, effectivement, dans le cadre méthodologique, et par rapport à ce que nous avons pu faire, nous, depuis le début de cette année. Autour de la communication donc, du besoin, la vision et l'urgence, tout d'abord, un travail qui a été un peu préliminaire en fait, à la constitution de l'équipe, ça a été de travailler entre DSI et métiers concernés. Notre modèle d'agilité à l'échelle, c'est quoi? Donc on a produit, comme beaucoup d'autres entreprises, pas un énième Target Operating Model, mais plutôt un handbook assez humble, qu'on espère assez simple, beaucoup de schémas, qui continuera à évoluer, mais qui est là aussi pour décrire à tout le monde dans l'entreprise concrètement de quoi on parle. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas forcément de quoi on parle quand on parle d'agilité à l'échelle. On se préoccupe aussi d'être en étroite collaboration avec ceux qui sont en gestion de nos outils. On parle d'une software factory chez nous, donc on parle des outils Jira par exemple, ou d'autres outils collaboratifs, et par rapport à ça, on essaye de comprendre comment les choses vont évoluer en termes de stratégie. Alors là, c'est du technique, mais à un moment donné, effectivement, nous, on se positionne comme Agile Practice Owner, et on représente finalement la communauté des utilisateurs, et faire en sorte que, au moins, la communication passe bien. Et puis, on l'a vu, il y a toute la conduite du plan stratégique qui a consisté à informer, mettre autour de la table tous les responsables d'opération de notre groupe et de se préoccuper de votre trajectoire individuelle en agilité à l'échelle, c'est quoi? Vous vous voyez où l'année prochaine? 2022? Qu'est-ce que vous comptez faire? 2025? Quels sont pour vous les objectifs à atteindre au travers de cette transformation? Agréger tout ça et se poser des questions de type stratégique, effectivement, qu'est-ce qu'on pourrait accélérer? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour accélérer? Voilà. Ça, ce genre de choses, j'aurais tendance à dire que c'est effectivement difficile de le faire quand on est dans un modèle décentralisé. Pas impossible, mais difficile. Là, on est positionné à un niveau où, effectivement, on peut animer cette communauté. Et c'est important d'animer cette communauté, parce que c'est elle qui va effectivement dire « bon, notre choix, c'est d'aller par là ». Au niveau des mesures, du basique, comme je vous l'ai dit, des toolkits, on n'est pas là pour infliger toute une armada d'indicateurs.
et considérer que par rapport à ça, il va falloir tout collecter et qu'on soit tout parfait. Non, on va faire que des KPI pastèques, ça n'a aucun intérêt. Par contre, mettre à disposition le pourquoi, comment on le fait, à quoi ça sert, voilà, ce sont les éléments qu'on essaye d'élaborer effectivement avec notre guilde. Collecter certaines métriques indispensables et chercher à les comparer, se comparer entre nous, pourquoi pas se comparer avec d'autres players du marché. Les formations, on a un rôle uniquement de prescription, mais là encore, avoir des formations sur des sujets tels que Product Owner, Scrum Master, qui sont dupliqués avec N entités, avec N fournisseurs, ce n'est pas très efficace. En tout cas, c'est notre point de vue. Donc, on préfère rationaliser ces formations, booster tout ce qui est formation en ligne et qui permettent d'avoir des prérequis à tout à chacun. Voilà. C'est vraiment ce type de choses et d'actions qui sont finalement pas très compliquées à mettre en œuvre, mais qui prennent du temps. Le coaching, on n'y a pas touché. Tous nos centres agiles décentralisés sont toujours en place et ils continuent d'appliquer leur travail et ils le font très bien. Et puis, la communauté de pratique, je vous propose de faire un focus par rapport à ça. Communauté de pratique, on en parle souvent, mais concrètement, que faut-il faire pour la démarrer ? Que faut-il faire pour la faire vivre, sachant que ça repose sur le volontariat? Déjà, il y a le sujet de la communication. Je vous l'ai dit, 61 pays. Déjà, il faut parler français, anglais, évidemment, peut-être même d'autres langues. Donc, il faut disposer d'un site web coopératif qui va permettre au moins à tout le monde, tous ceux qui sont concernés par cette transformation agile, d'aller consulter où on en est, quels sont les prochains événements, de quoi on parle, quelles sont les avancées. C'est ultra basique, il faut le faire. Et il faut l'animer. Par rapport à ça, on a aussi orchestré différents types d'événements. Aujourd'hui, voilà, on a 6 natures d'événements, c'est ce que vous voyez dans le paquet cadeau, là. 6 natures d'événements. Alors, on a des événements très globaux qui s'adressent très largement à la population de notre groupe, et puis des événements beaucoup plus spécifiques, ce qu'on appelle par exemple des connect meetings, qui sont là pour poser une problématique. Exemple de problématique, est-ce que vous vous retrouvez tous dans l'organisation qui est décrite dans le handbook? Oui, non. Il y a des questions par rapport à ça. Product Management Team, ça vous parle? Ce n'est pas quelque chose qu'on retrouve dans tous les frameworks, c'est quelque chose qui est spécifique à notre organisation. Donc on a besoin de le partager, de l'expliquer. Est-ce que les métriques dont on parle, là, qui sont effectivement intéressantes à mettre en place, le lead time, est-ce qu'on a tous la même définition? Même borne de départ, même borne d'arrivée? C'est grave de ne pas avoir cette même définition? Voilà, il faut se poser des questions comme ça. Donc ça, c'est effectivement un travail qui est mené auprès de la guilde. On n'a pas forcément la solution quand on ouvre les sujets. Par contre, on est là pour poser cette problématique et essayer de trouver une solution, voire mettre en place des ateliers dédiés pour avancer sur ces sujets. Puis on fait intervenir aussi des collaborateurs de l'extérieur de notre groupe. Voilà. On fait intervenir des personnes issues, je dirais, des entreprises fournisseurs du groupe Société Générale et qui sont là aussi pour nous apporter leur vision sur l'agilité à l'échelle, l'agilité. C'est un petit peu comme si on faisait dans un petit format une conférence d'Agile en scène in situ. Bon, voilà. Et là, en type d'exemple, le prochain événement, ça va être sur le déploiement des OKR. Comment ça se passe en dehors de l'AG, avec une expérience qui nous montrera effectivement comment ça peut être mené par un collaborateur qui l'a fait dans d'autres entreprises. LPM, c'est quoi? Ça marche comment ailleurs? Ça existe ça vraiment? Voilà. Le tout, c'est d'ouvrir un petit peu tous ces sujets, évidemment, en lien avec nos missions. Et par rapport à ça, avancer. Donc, vous comprenez que effectivement, ce sont beaucoup de bénéfices. Je dirais peut-être le premier bénéfice que nous avons identifié au début quand on a commencé sur ces sujets-là en mois de mars, c'est que nos coachs n'avaient pas tous conscience qu'il y avait effectivement de l'agilité à l'échelle en dehors de la France. On n'avait pas tous conscience qu'effectivement la République tchèque pouvait être un pôle très avancé sur ce sujet. On n'avait pas tous conscience que l'Afrique Moyen-Orient avait un vrai programme de transformation pour une vraie ambition par rapport à ça. Voilà. C'est peut-être quelque chose qui peut vous paraître bizarre, mais effectivement, la dimension de notre entreprise fait que c'est très difficile de faire le tri dans toute l'information qui circule, même entre experts. Voilà. Et ça, c'est peut-être une grande richesse, je pense, c'est de se rendre compte qu'effectivement, aujourd'hui, des coachs russes
interagissent avec des coachs d'une autre région sur une problématique qui est la même, et peut-être essayer de trouver une solution par rapport à ça. Un petit résumé ici des différents livrables qui ont été mis en place. Alors pourquoi on parle de livrables? Parce que quand on mène une transformation comme ça, très vite on peut passer pour un ventilateur. Hein. C'est bien, tu brasses de l'air, vas-y. Tu fais de l'agile, ouais, d'accord. Donc voilà, on a un ensemble de sujets qui ont été quand même livrés et qui nous permettent aussi de montrer comment on construit petit à petit cette histoire qui est très récente en fait. Hein. Donc une communauté de pratique, on en a parlé, la guilde, des événements spécifiques qui vont permettre normalement d'aller proposer des sujets qui correspondent à des attentes que nous sondons auprès de la guilde. Voilà. Un manuel agile à l'échelle, un site web collaboratif, des toolbox en termes d'indicateurs. Tous ces sujets-là sont en cours de déploiement hein, et j'aurais même tendance à dire, je ne sais pas quand est-ce que ça se terminera forcément, peu importe, tant qu'on aura l'envie, on avancera. Et puis les aspects de formation, voilà, je pense que c'est à peu près tous les sujets qu'on a pu mettre en place. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Plein de choses. On a juste 9 mois d'existence, donc on va continuer sur les aspects de standardisation, de normalisation. On va chercher à développer ce mindset orienté résultat. C'est important vraiment, parce que je pense on s'est un peu trop regardé le nombril pendant des années en regardant comment on faisait nos transformations. J'ai peut-être même eu moi-même ce travers du temps où j'étais responsable de Centre Agile. Donc à un moment donné, il faut se poser vraiment la question, mais ça apporte quoi? Voilà. Et puis, améliorer la qualité de nos offres de formation en passant vraiment par des sujets très immersifs. On a des expériences en cours sur ces parties-là au niveau des Scrum Masters, bientôt Product Owner. Voilà, tous ces sujets-là sont nouveaux et on les ouvre petit à petit et puis on avance et ça fait partie de notre quotidien. Autre élément, nos sponsors, j'ai 3 co-sponsors, j'ai la chance d'avoir 3 co-sponsors qui sont tous CIO, emblématiques en plus. Donc j'ai une grande chance de travailler avec eux. Par contre, on est tous d'accord que ça serait super bien si on pouvait identifier un co-sponsor du métier pour pouvoir renforcer effectivement cette business agility qu'on souhaite déployer, cette agilité d'entreprise vers laquelle on souhaite aller. Dernier takeaway, et après on passe aux questions. Voilà, vous avez un résumé des étapes. Le LACE, il faut choisir un modèle, centralisé, décentralisé, hub and spoke, à vous de choisir. Il faut définir des responsabilités, des missions. Enfin, quand je dis il faut, c'est ce que nous avons considéré qu'il fallait définir. Et puis, communauté de pratique, on est trop petit pour travailler sur tous ces sujets-là, donc on a vraiment besoin de l'aide des coachs pour travailler sur ces sujets. Et puis, être dans une logique de fourniture de livrables pour que l'histoire, en fait, ça ne soit pas juste des paroles qui s'envolent, mais que ça soit quand même des choses qui puissent s'ancrer petit à petit dans la construction de l'entreprise et de sa transformation. Donc, vous l'aurez compris, en termes de bénéfices d'un centre agile groupe, on va avoir cette portée à la maille du groupe. Mais il ne faut pas oublier qu'effectivement, le grand intérêt du décentralisé, c'est qu'on va pouvoir avancer vite sur un périmètre plus restreint. Donc, je dirais qu'il n'y a pas de modèle parfait. Il faut savoir s'adapter, pivoter au bon moment. On est à peu près dans cet état d'esprit. Voilà. C'en est tout pour cette présentation. Je vous laisse flasher le QR code pour me donner un feedback, parce que c'est toujours intéressant de pouvoir savoir comment s'améliorer. Et puis, question open. Super. Merci beaucoup, Emmanuel, pour cette très belle présentation et retour d'expérience du LACE Société Générale. Je laisse le public commencer à réagir. Je prends juste une question en ligne pour venir jusqu'à vous. Première question de la part de Céline, qui te pose la question suivante. Quelle a été la plus grande réussite et le plus grand échec également depuis la création du Centre Agile, du GAC, on va dire, du LACE? Tout à fait. Plus grande réussite, lever la communauté qui ne cesse de s'étendre en fait. Voilà. On a commencé le premier événement fin mars. On a fait deux événements globaux où on a eu au total près 170 participants. Et aujourd'hui, on compte 250 personnes parce qu'en fait, on étend petit à petit le périmètre et je pense qu'on va continuer à l'étendre avec les Agile Masters et sûrement les Product Owners. Donc ça, c'est effectivement une réussite et on était un peu fébrile au départ sur ce sujet, je dois bien l'avouer.
l'échec. C'est toujours difficile de parler de ces échecs. Je dirais que c'est la difficulté en fait de mettre en place le comité stratégique. Voilà, on a été pris de court sur ce sujet-là. On ne l'avait pas forcément imaginé de cette manière au départ. Donc c'est quelque chose, voilà, en termes de délai, on a plutôt démarré ça fin avril. Je considère que c'est un échec parce que ça aurait été mieux finalement si on avait pu démarrer dès février ou mars sur cette thématique. Donc c'est une petite perte de temps. Voilà. Qui fait que, oui, je le paye d'une certaine manière en ce moment. Voilà. Oui, donc j'ai une question. L'étape 2 de Kotter, c'est créer une guiding coalition ou une powerful coalition. Ouais. Qu'est-ce qui, dans la vie de tous les jours, autorise et qui autorise ces coachs à faire du changement? C'est un point qu'on voit dans beaucoup de situations où les coachs, ils coachent, mais ils ne sont pas autorisés tout le temps au changement. Comment vous avez fait pour que cette équipe de coachs autorise le changement, en fait? Alors, on est vraiment dans une notion de mandat. Hein. Les centres agiles tels qu'on l'a mis en place, alors ce sont les patrons de nos business units ou service units qui décident de la mise en place effectivement de ces centres agiles, définissent le mandat avec eux. Alors, quand on parle de gestion de changement, on est dans le changement du système opérationnel. La fameuse dualité des operating systems qu'on voit dans SAFe, on ne touche pas à la hiérarchie. Ce n'est pas notre sujet. Par contre, effectivement, on a le mandat de pouvoir se préoccuper des pratiques de travail et de tout cet operating system. Et c'est quelque chose qui se fait, nous, dans notre groupe, c'est vraiment quelque chose qui est porté très directement par les centres opérationnels. Les responsables opérationnels, pardon. Je voulais dire CO. Et voilà. Donc, et c'est à ce niveau-là qu'on travaille et c'est à ce niveau-là qu'on s'occupe de la gestion du changement et des transformations. Donc le mandat vient du management et c'est indispensable de l'avoir. Si vous ne l'avez pas, oui, effectivement, vous êtes bloqué dès la première étape. On a une autre question dans la salle. Oui, Emmanuel. Comment est-ce que les liens avec le business se sont transformés ou améliorés suite à la création du centre agile et comment on le mesure au quotidien? Alors, c'est peut-être un peu jeune pour dire que Youpi s'est gagné. Par contre, c'est sur la bonne voie. Quand on dit c'est sur la bonne voie, c'est qu'en fait, là aussi, comme je disais tout à l'heure, on était fébrile sur la mise en place de la communauté de coachs. On était un peu fébrile aussi sur la communauté pour traiter de la stratégie de transformation agile. Est-ce qu'on va avoir effectivement toutes les business units et services units qui vont venir? Ça, on a pu y arriver parce que, comme j'ai dit, j'ai des co-sponsors qui sont emblématiques. Donc, on a réussi à mettre tout le monde autour de la table. Et effectivement, on n'est pas aujourd'hui dans une situation que moi j'ai pu connaître par le passé où on disait mais ça ne me concerne pas cette histoire d'agile, c'est un truc de l'IT. Donc non, on n'est pas dans cette situation-là. On est dans une situation quand même qui est, je pense, beaucoup plus évoluée. C'est, je ne comprends pas forcément comment ça me concerne. Expliquez-moi. Un signe d'ouverture quand même de la part de ceux qui pouvaient être en opposition il y a quelques années. Bon, et puis en même temps, on met tout le monde autour de la table, ou autour d'une visio. C'est un peu là. Et par rapport à ça, on a aussi quand même des business units qui ont déjà avancé vraiment très largement dans leur transformation et qui sont là aussi pour montrer effectivement que ça apporte un bénéfice. Passer en budget capacitaire, c'est la théorie. Mais qui l'a fait en pratique? Effectivement, dans notre groupe, il y en a qui l'ont déjà fait. Et on a des métiers qui l'ont fait et qui nous disent oui, c'est un bon point, c'est beaucoup plus simple pour nous, on priorise par la valeur, on arrête de passer des heures carrées sur la gestion de budget pour des sujets qui ne délivreront pas nos projets. Donc, on est vraiment en phase par rapport à ça et leur message sous-jacent, c'est de dire mais en fait, qu'est-ce qu'on attend pour le généraliser pour tout le monde? Donc, voilà, c'est ce type de changement que ça apporte, c'est de la même manière que les coachs se mettent en relation, finalement, nos business se mettent en relation sur un sujet dont ils ne parlaient pas forcément parce qu'ils n'avaient pas forcément compris que ça les concernait directement. Maintenant, après, ils ont d'autres questions. Expliquez-nous ce que c'est que l'agilité pour les non-IT.
comment on peut creuser ces sujets-là? Expliquez-nous concrètement qu'est-ce qu'on va aller chercher dans la business agility. On a des réponses, mais on n'a pas toutes les réponses. Combien d'entreprises l'ont fait dans le monde? Enfin, s'il y en a qui ont des réponses par rapport à ça, venez me voir après, j'aimerais bien en parler avec vous. Ce n'est pas un sujet facile, en fait. Et on repose beaucoup sur l'exemplarité dans ces transformations-là. Oui, Christophe. Oui, merci de nous avoir fait voyager 10 ans dans le passé. Même si vous êtes encore un peu jeune, je vais te faire voyager dans l'avenir. On est en 2023 et tu viens nous pitcher votre évolution. Quels sont les symptômes qui te feront dire que Hub & Spoke peut être autre chose à voir? Ok. Bonne question. Je pense que les symptômes, ça serait de se dire, mince, on a encore des métiers ou des services qui ne sont pas encore passés de la petite, excusez-moi, je dirais petite transformation agile de projet à vraiment l'agilité à l'échelle pérenne. Et ça voudrait dire en fait qu'on n'a peut-être pas eu les moyens, la force de travail nécessaire pour pouvoir accompagner ces équipes-là. Et comme on l'a dit, je crois, dans un keynote hier, les coachs, ça ne pousse pas dans les arbres, surtout en France. C'est un sujet, on va dire, pénurique. Donc, on n'a pas des armées de coachs pour accompagner effectivement nos collaborateurs. Donc, voilà, ça pourrait être un symptôme de se dire, effectivement, il faudrait peut-être réfléchir à un autre dispositif qui permettrait de centraliser une partie de la force de travail pour qu'elle puisse s'appliquer tactiquement, si je puis dire, sur certaines entités pour qu'on puisse avancer plus vite ou rattraper un retard. Donc, c'est encore important de mesurer les leviers de transformation vis-à-vis des outcomes, des résultats qu'on attend. Oui, il faut le micro peut-être. Il y a monsieur qui a déjà un micro. J'avais une toute petite question. Merci beaucoup de la présentation. Une toute petite question. J'ai entendu plusieurs fois dans votre bouche le terme de volontaire. La pratique était basée sur des volontaires. Comment est-ce qu'on fait pour désigner des volontaires? On les appelle en fait. On les appelle et on leur dit, regardez, le GAC est open et il y a des sujets qui vont vous concerner. C'est ce qu'on a fait vraiment fin mars, premier événement global, pour expliquer qui on était, pourquoi on se mettait en place, qu'est-ce qu'on envisageait de faire. Et on leur a proposé des sujets de réflexion. Et on leur a dit, dites-nous quelles sont vos priorités. Et donc par rapport à ça, on a mis en place après des mises en relation sur ces priorités. Donc on va dire que sur chaque événement que l'on fait, on n'a jamais 200 personnes tous ensemble sur une problématique. Par contre, on va avoir vraiment des personnes concernées et voire même cibler des personnes qui vont travailler avec nous pour aboutir à une solution. Ah. Alors, la plupart d'entre eux, ces coachs, font partie des centres agiles, dont leurs responsables sont nos product managers. Donc, d'une certaine manière, implicitement, il y a une notion de dire qu'on fait partie de la même famille, même si on n'est pas sur la même dépendance, etc. Donc après, je n'ai pas le détail pour chacun d'entre eux. Effectivement, il y en a certains, ils n'ont pas le temps ou ce n'est pas dans leur priorité, donc ils n'interviendront pas auprès de nous. Pour d'autres, en fait, ils ont cette liberté de choix. On est un peu dans une entreprise libérée, waouh. Donc voilà, ça marche en fait sur cette base-là. Et on ne peut pas forcer en fait des collaborateurs de l'entreprise à venir impérativement sur des sujets comme cela. Et c'est pour ça qu'on doit vraiment choisir des formats courts, efficaces, d'idéation, de coworking, de co-développement. Et puis quand ça intéresse, en fait, les gens reviennent. Hein. Voilà. Et c'est pas facile, c'est un vrai challenge. Hein. Je rejoins, on a le même point. Si je peux me permettre, à Amadeus, c'est pareil. On a eu pendant longtemps cette notion de budget et comment les gens pouvaient participer à des communautés. Au début, les communautés étaient très dans « je pousse de l'info », ça ne marchait pas. Maintenant, on essaie justement d'avoir des backlogs, des sujets, des délivrables, de la valeur. Et donc maintenant, il n'y a aucun problème à ce que les gens aillent dans une communauté, voire c'est l'inverse. Donc voilà, c'est aussi montrer à quoi ça sert la communauté. C'est très important ça. Et il faut des gens pour l'animer, la communauté. Hein. Ça oui. Pas tout seul. Et comme j'ai vu, l'équipe est petite, donc des fois on fait appel, on demande
service à d'autres coachs de nous dire est-ce que vous pouvez nous aider à animer tel ou tel événement parce que tu es expert sur tel ou tel sujet, ça serait bien de le partager. Voilà, c'est vraiment ça la logique. Un RTE qui travaille sur un train, il va expliquer la manière dont ça fonctionne chez lui et puis il a des contraintes qui ne sont pas celles des autres. Et puis je crois que Marc peut en témoigner, on a eu certaines surprises. On s'est dit tiens, il y en a, pas si évident que ça quand même leur vie. Il y a d'autres entités où ça se passe mieux. Bon. Donc, c'est toutes ces parties. Je crois que tu avais encore une question. Oui, pardon. C'était savoir sur quel métier vous avez contribué avec les RH, avec le GAC. Métier en termes de description de poste Oui, tu veux dire? Est-ce que vous avez créé des métiers Oui. rôles, Ça, c'est un choix qu'on a fait avant même le Centre Agile Group. On a défini en métier Product Owner, Agile Master, Software Engineer, RTE, STE. Pourquoi on les a définis en tant que métier ? Tout simplement parce que y a un peu un frein de se dire si c'est un rôle, c'est encore une casquette supplémentaire. Ça sera éventuellement dans mes objectifs opérationnels, mais pas plus. Alors que si c'est vraiment sur ma fiche de paye, parce que c'est comme ça que ça apparaît chez nous, bon, bah là, je sais qui je suis. C'est pas pour autant toujours gagné. Je connais certains RTE chez nous qui préfèrent être désignés comme étant des programmes managers. Parce que pour eux, c'est plus emblématique. Mais pourtant, ils sont certifiés. C'est un choix. Je ne juge pas, je suis juste étonné qu'on ait encore ce sentiment de se dire le programme manager, ça vaut plus qu'un RTE. Je ne sais pas. Je vous pose la question, réfléchissez-y. Moi, je ne comprends pas. Mais dans certaines parties de notre groupe, on peut avoir effectivement encore ce type de réflexion. Donc il y avait vraiment une volonté de pousser des rôles vers des métiers, et c'est un travail qui n'est pas fini. Les tribe managers, par exemple, ce n'est pas défini. On a les chapter managers, mais on n'a pas les tribe managers. Donc il faut qu'on se mette d'accord sur cette histoire. C'est beaucoup d'ateliers, plein de RH autour de nous, de différentes entités, et puis on essaye d'aller vers un consensus. Voilà, on merci va laisser beaucoup. Je suis désolée, il y a beaucoup d'autres personnes. Voilà, bravo, merci. Merci à vous. Et n'oubliez pas, je ne sais pas si vous le voyez, mais n'oubliez pas le QR code. Pour les personnes qui avaient des questions, je suis vraiment désolée, mais Emmanuel est là et exactement. On est en pause. Et Emmanuel se fera un grand plaisir de répondre aux questions auxquelles on n'a pas pu poser en séance. Merci encore. Bien.